Je vous souhaite la bienvenue au webinaire de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique installation, transmission, essayer de voir un peu, alors déjà balayer un peu les chiffres clés et puis surtout quels leviers mobiliser pour développer l'installation de l'agriculture sur votre territoire. Donc moi, je suis Véronique Taleb, je suis la responsable de l'équipe territoire Finistère et Côte d'Armor, avec notamment dans mon équipe les chargés d'animation territoriale, avec qui vous avez sûrement dans vos territoires des contacts réguliers. Donc, ce webinaire se situe dans une série, alors pour le mois de septembre, de 2 webinaires. La semaine dernière, on était sur l'agriculture biologique, donc cette semaine, installation, transmission. Et on avait au mois de mars organisé aussi 4 précédentes éditions dont on vous transmettra les liens ultérieurement si vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister. Donc aujourd'hui, l'ordre du jour, on vous propose, comme sur chaque webinaire, une introduction par l'élu référent autour de la thématique installation-transmission, qui est Sébastien Rouault. On abordera en première partie ensuite les chiffres clés au travers des missions des chambres d'agriculture, à la fois sur l'aspect installation et transmission. Entre les deux, on aura un temps de questions-réponses. Une deuxième partie sur justement quel levier mobiliser pour développer l'installation en agriculture. À nouveau un temps d'échange. Et enfin, en conclusion, le rappel de notre organisation en proximité auprès de vous sur les territoires. Donc, je vous propose qu'on démarre et puis je laisse la parole donc à Sébastien pour l'introduction. Bonjour à tous. Ouais. C'est bon? Oui. Bonjour à tous, donc Sébastien Rouault, producteur de lait sur la commune de Plémet, donc élu avec un salarié en ORL sur le territoire donc, de l'Oudéac, et donc élu Chambre d'agriculture de Bretagne, donc vous avez compris, élu référent pour la Bretagne sur tout ce qui est dans installation et transmission. Nous, le renouvellement de génération pour les chambres d'agriculture de Bretagne, donc c'est la priorité principale pour les années à venir. Donc, ce sont 80 collaborateurs qui travaillent au quotidien sur le terrain donc pour informer, donner les orientations et accompagner les futurs porteurs de projets et futurs cédants. Et donc, tout ça pour porter l'attractivité et la promotion des métiers de l'installation. Donc, bien sûr, à l'intention de tous les porteurs de projets, que ce soit donc, leurs différents profils, donc par l'âge, l'origine qui aujourd'hui évolue, la maturité du projet, donc la nature du projet, dans la diversité de nos agriculteurs bretonnes. Donc, pour les aider à construire et à réussir leur projet, c'est donner les capacités pour de devenir des futurs chefs d'entreprise donc épanouis sur des projets sécurisés et autrement pour bien sûr simplifier leur démarche administrative qui, bien sûr, des fois peut être très complexe, mais on leur donne le moyen. Et autrement, donc, on appuie sur nos valeurs, que sont la Chambre d'agriculture, donc par la neutralité des projets, l'approche globale de tous les projets, développer notamment l'autonomie, les dimensions entrepreneuriales à travers du collectif, aider les futurs installés à relever les défis de demain. Et bien sûr, en coordonnant l'ensemble des acteurs et partenaires pour relever ce défi collectivement, à chacun dans son cœur de métier. Donc, ça passe par une première étape avec le point accueil et installation et le dispositif d'installation qui est le 3P. Notamment autrement au travers des cédants, donc avec le réseau régional transmission que l'on a créé en 2015. Et donc, l'enjeu de la transmission qui est très importante, si on veut des installations, bien sûr, la transmission est très importante et accompagner nos futurs cédants. Et autrement, aux côtés du CRIT qui est porté par la région et l'État, et donc qui est en lien aussi justement avec les territoires et les EPCI. Merci Sébastien. Donc, on va démarrer sur la première partie. Et donc, il y aura trois intervenants. Donc, vous retrouvez les noms sur cette diapositive et je vais laisser déjà la parole à Marie-Isabelle Lebars. Bonjour, donc je suis Marie-Isabelle Lebars, je suis coordinatrice régionale installation, donc en charge de l'évolution des dispositifs installation et du travail aussi avec les partenaires locaux et régionaux.
Juste pour rebondir peut-être sur ce que dit Sébastien, c'est vrai que la question, la priorité de l'installation-transmission paraît de plus en plus prégnante et on le voit notamment avec le discours que vous avez sans doute tous entendu d'Arnaud Lécuyer, notre nouveau vice-président à la région, qui met aussi ce dossier sur le haut de la pile comme un dossier prioritaire à la fois pour notre région, mais pour les territoires et les territoires vivants et notre agriculture. Donc, plutôt une satisfaction de voir ce projet porté par chacun. Donc, je vais commencer peut-être par vous présenter quelles sont les missions des chambres d'agriculture, parce que c'est des questions que vous nous posez souvent. À quel titre intervenez-vous, sachant qu'effectivement, on a plusieurs casquettes à la chambre d'agriculture. Donc, déjà, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est aussi une mission d'observatoire sur l'installation-transmission. Donc, on a effectivement un certain nombre de données dans le cadre de nos missions, notamment des missions de préinstruction qui nous permettent effectivement d'élaborer des observatoires, des chiffres clés, à la fois à l'échelle régionale. Et c'est un document qui sort et qu'on pourra vous communiquer, qui a été communiqué aussi dans la newsletter collectivité, qui est disponible aussi en PDF. Des profils de territoire que vous connaissez sans doute, qui permettent aussi d'avoir des données à l'échelle de votre territoire sur les nouveaux entrants, les sortants, un travail qu'on mène avec la MSA notamment, et un site internet et un certain nombre d'interventions que nous avons. L'idée étant vraiment d'apporter des éléments de suivi et d'évaluation pour pouvoir piloter des politiques d'installation-transmission. Autre mission, des missions qui sont déléguées sur l'installation pour commencer, puis après on aura la transmission. Des missions qui sont déléguées par l'État et la région dans le cadre d'appels d'offres, ce qu'on appelle la labellisation. Donc, les chambres d'agriculture, tous les 3 ans, alors là, avec le Covid, ça fera 5 ans, on va se caler sur la prochaine programmation, donc jusqu'à 2022, les chambres d'agriculture portent ce qu'on appelle les points accueil installation en Bretagne. Donc, point accueil installation, vous voyez le petit logo sur le côté, c'est vraiment la porte d'entrée de l'installation que nous portons avec des partenaires et qui est ouvert vraiment à tous les porteurs de projets. Nous sommes également centre d'élaboration du 3P, donc il y a pas mal de jargon, 3P, plan de professionnalisation personnalisé. Donc, c'est vraiment les plans de formation pour les jeunes, c'est ce qu'on appelle le dispositif installation, qui permet effectivement d'accueillir également tous les porteurs de projets et de travailler sur leur professionnalisation. Donc, on a ces missions déléguées. Nous avons également une mission de service public qui est écrite dans le cadre du Code rural, qui est la préinstruction des dossiers de demande d'aide, la DJA, dotation jeunes agriculteurs. Donc, une préinstruction qu'on fait pour le compte des DTM et la région, et avec également des missions de suivi et de contrôle. C'est là que Sébastien a parlé de simplification. On est vraiment là pour écouter et simplifier les démarches des jeunes sur une démarche, on est sur 80% de FEADER, donc des fonds européens, donc une démarche complexe. Nous intervenons également dans le cadre de prestations et de formations. Donc, des formations qui sont à la fois techniques et entrepreneuriales. Donc, ça, c'est Angelina qui vous en reparlera également, avec des formations comme chiffrer, analyser son projet, qui cherchent vraiment à aider les jeunes à s'approprier leur projet, leurs indicateurs, à faire leur scénario. On est vraiment sur de la recherche d'autonomie, sur des thématiques aussi de ressources humaines, d'études de marché, juridiques et fiscales. Et des prestations conseils également avec le PAC installation, qui est un accompagnement clé que nous proposons aux porteurs de projets. Donc, voilà pour les missions installation. Sur les missions transmission, nous avons également des missions de service public, donc payées par l'impôt concrètement. 2 missions clés sur la transmission, ce qu'on appelle la gestion des déclarations d'intention de cessation d'activité agricole, ou DICA, c'est-à-dire qu'en partenariat avec la MSA, nous informons tous les futurs cédants 4 ans avant l'âge légal de la retraite sur les dispositifs qui existent au niveau de la transmission pour pouvoir les accompagner et ce que propose le réseau transmission de Bretagne et les interroge sur le devenir de leur exploitation. Est-ce qu'ils savent à qui ils vont transmettre? Est-ce que c'est dans le cadre familial? Est-ce que c'est hors cadre? Et est-ce qu'ils sont en recherche d'un porteur de projet s'ils n'ont pas de repreneur connu? Donc ça, c'est une information que nous avons 4 ans avant l'âge légal de la retraite grâce à ce dispositif qui est vraiment proposé à tous les cédants. Et nous avons un autre outil qui est le RDI, le répertoire départ installation, qui nous permet d'inscrire les offres de ferme à reprendre et les porteurs de projets en recherche de ferme. Et on organise tout ce qui est mise en relation pour faire matcher l'offre et la demande avec un site internet qui est ouvert à tous, qui est répertoireinstallation.com. Des missions qui sont des missions plutôt de coordination, donc mission réseau transmission. En 2014, compte tenu effectivement de la pyramide des âges, on s'est retroussé les manches au niveau de la région Bretagne pour signer une charte d'engagement avec 24 partenaires.
Donc, les 24 partenaires, hein, ce sont les groupes de développement, la MSA, la SAFER, mais aussi les organismes économiques, les centres de gestion, les banques, et tout ça sous l'égide de l'État et de la région. Donc, voilà, pour coordonner, pour mettre en place des actions pour réussir ce défi du renouvellement qui nous paraissait très important et voilà, qu'il fallait pousser ensemble. Et avec la mise en place d'un point accueil-transmission pour que tous les cédants, quelque part, qui se posent des questions, puissent avoir une information, une orientation, mais aussi des visites transmission, c'est-à-dire des visites conseils pour pouvoir faire leur plan d'action transmission. Voilà. Nous proposons également des prestations et des formations voilà, pour booster un petit peu les offres RDI, et puis le pack transmission avec des audits, des évaluations, qui est notamment porté par la région également, et un catalogue de formation dont vous reparlera Sébastien Clausel. Et nous avons, pour finir, et c'est aussi dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui, une offre à destination des collectivités. Donc, vous connaissez sans doute Teralto, et on a essayé de préciser une offre dont on va vous reparler tout à l'heure, spécifique sur l'installation-transmission. Donc, je continue par les chiffres clés, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, vous n'hésitez pas à remonter vos questions et on les prendra dans les temps d'échange. Donc, quelques chiffres clés au travers de des différents dispositifs que nous gérons. Donc, rappelons que ce dispositif, il est ouvert à tous. Il démarre donc par la porte d'entrée qui est le point accueil installation, avec un numéro de téléphone, un site internet. Angelina vous en reparlera, je ne vais pas plus loin. Et que nous portons avec nos partenaires que sont les jeunes agriculteurs, le réseau CIVAM et le réseau GAPFRAB, avec des permanences qui sont proposées. Donc, l'année dernière, vous avez les chiffres à côté, nous avons accueilli 2085 porteurs de projets sur la Bretagne, donc quelque chose qui est en augmentation et qui est assez dynamique avec énormément de demandes. Nous avons ensuite le dispositif de professionnalisation qui permet de former et de monter en compétence les futurs chefs d'entreprise au travers de formations, d'entretiens compétences et projets sur les projets, de stage 21 heures, qui est vraiment le stage obligatoire où tous les porteurs de projets qui souhaitent s'installer peuvent se retrouver, mais aussi des stages pratiques, des stages de parrainage. Donc l'an dernier, 951, donc pratiquement la moitié, ont démarré le 3P avec une envie de s'installer. Au-delà de la réflexion, on est sur des gens qui ont envie de s'installer et qui démarrent leur plan de professionnalisation. Ensuite, ou en parallèle, nous proposons donc le pack installation, c'est-à-dire une étude prévisionnelle d'installation très précise qui part sur un diagnostic qui propose de la gestion globale. Alors, ce qu'on appelle gestion globale, c'est-à-dire une approche technico-économique, mais également sur l'organisation et le temps de travail, sur l'approche humaine, sur l'entente, sur le juridique et le fiscal, sur l'environnement. Voilà, toutes les dimensions, l'urbanisme également, qu'il est important de connaître et que connaissent finalement assez mal les porteurs de projets. On travaille également sur les marges de sécurité et la résilience du projet, notamment sur les 5 premières années qui sont vraiment les années clés pour la réussite du projet. Donc, on est vraiment sur des projets réfléchis et solides pour réussir, voilà, pour la réussite des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Ensuite, il y a un certain nombre d'aides, donc l'aide DJA dont on a parlé, la dotation jeune agriculteur qui est 21 000 € en moyenne et qui peut aller jusqu'à 24 000 €. Il y a des aides de la région qu'on appelle l'aide SIA pour les 40-50 ans de 6 000 €. Et sur pas mal de collectivités, dont vous faites partie peut-être, nous avons ce qu'on appelle des passes installations parfois. C'est des aides qui peuvent aller jusqu'à 5 000, 15 000 € d'aide de création d'activités sur les territoires. Nous avons aussi un dispositif de prêt d'honneur qui est géré par la plateforme Initiative Bretagne, qui commence à se décliner aussi sur les plateformes locales, qui permet d'avoir des prêts à taux zéro et un certain nombre d'accompagnements. Ça, on peut l'allier également aux avantages de ce qu'on appelle le statut JA, qui donne des avantages fiscaux. Alors, PCA, c'est le plan de modernisation, donc on a une majoration pour les JA du plan de modernisation pour faire les investissements, et une priorité au schéma des structures, ce qu'on appelle la priorité 4.2, une priorité installation, donnée également par ce statut JA. Donc voilà, l'an dernier, vous voyez, on est à peu près à 480 installations aidées au niveau, pour les moins de 40 ans pour la DJA, une cinquantaine sur les 40-50 ans, et puis d'autres installations également. On va revoir ça également. En post-installation, il y a des possibilités d'accompagnement, des suivis nouvelles exploitants, suivis NE, qui sont cofinancés par l'État, ou des passes à venir qui sont proposés également par la région, donc pour sécuriser les projets.
Donc, voilà un petit peu pour amont-aval, hein, les chiffres clés et les différents dispositifs pour y voir peut-être un peu plus clair. Je vais laisser la parole à Angelina, hein, du coup, sur la partie point accueil installation. Oui, bonjour. Donc, par rapport au point accueil installation, on rappelait, c'est la porte d'entrée des premiers contacts lorsqu'un porteur de projet a une idée de projet ou un projet, qu'il ait du foncier ou pas. Donc, il peut prendre son téléphone ou envoyer un mail dans lequel on a des permanences tous les jours de la semaine qui sont tenues par les différents partenaires, que ce soit Chambre d'agriculture, Jeunes agriculteurs, les GAB, les CIVAM. Donc, c'est à peu près 2000 contacts par an avec une répartition assez homogène hein, selon les départements. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'informer et d'orienter les porteurs de projets. Ils doivent savoir en raccrochant quelle est l'étape d'après. Est-ce que c'est rechercher du foncier? Est-ce que c'est se former? Est-ce que c'est clarifier son projet ou rentrer dans le dispositif installation pour vraiment réfléchir, étudier le projet qu'il souhaite mettre en place. Donc, on a différents outils pour justement apporter ces clarifications ou informations au niveau des points accueil installation. Donc, on a un site internet, hein, Je me lance en agriculture. On met maintenant aussi en place, depuis un an, on a mis en place une newsletter trimestrielle pour justement relayer les actualités, les agendas, les portes ouvertes, mais aussi des informations, des dossiers, des vidéos, différentes thématiques pour toujours informer les porteurs de projets. On propose des journées d'information sur différentes thématiques, donc sur la création d'activités, reprise d'activités, donc pour apporter des informations sur les statuts, sur les démarches, justement très en lien avec la création d'entreprises. Il y a des portes ouvertes, il y a des journées techniques, il y a des forums, installations qui sont ouverts à la fois pour des scolaires, mais aussi des porteurs de projets. Ils vont retrouver dans ces forums, souvent, il y a une thématique de présenter, puis des différents partenaires qui tiennent des stands. Quand je dis des partenaires, ça peut être des financeurs, des groupements, des coopératives, des centres de gestion qui sont en lien justement avec l'installation et que les porteurs de projets vont pouvoir rencontrer lors de ces journées. Voilà, sur les points accueil installation. Pour être plus précis, après, plus de 2/3 des contacts qu'on a dans les points accueil installation sont orientés vers le dispositif de professionnalisation, ce qu'on appelle le plan de professionnalisation personnalisé ou 3P, parce que donc il y a une partie qui va être dirigée, comme j'ai dit, vers de la formation plutôt qualifiante ou d'autres dirigées directement vers de la recherche de foncier et reviendront après dans le dispositif. Puis certains sont prêts à réfléchir au projet. Ils ont déjà une idée suffisamment claire, voire ils ont déjà trouvé un site et donc on va leur proposer un accompagnement. Donc ça correspond à la moitié des porteurs de projets qui contactent le PAI, qui sont prêts à rentrer dans le dispositif de professionnalisation. On va leur proposer en premier lieu un entretien qui sera animé par 2 conseillers, un binôme de conseillers, un plutôt sur le projet pour définir les démarches et avoir un regard 360 sur le projet, les contacts, les étapes, les délais pour mener le projet. Et un conseiller compétences qui va positionner les compétences du porteur de projet au regard du cursus scolaire ou des formations qu'il a déjà suivies et du projet qu'il souhaite mener pour voir quels sont les compléments de formation. Donc, il y a un tronc commun dans ce plan de professionnalisation personnalisée qui est le stage 21 heures, 3 fois une journée. Après, des formations complémentaires, souvent entrepreneuriales, parce que les formations techniques… Ça va, toi? Les formations techniques sont plutôt souvent dispensées dans le cursus initial, mais on peut en proposer quand même. Et il peut y avoir des stages pratiques. Ces formations entrepreneuriales, elles sont vraiment importantes puisque c'est là où vraiment le porteur de projet va se mettre dans la situation d'étudier son projet à travers des formations type justement business plan, chiffre analyser son projet ou réaliser son étude de marché par rapport à la production, les modes de commercialisation et le territoire qu'il vise.
Donc, c'est en moyenne à peu près 7 jours de formation par porteur de projet. Alors, certains vont en faire que 3, mais c'est très peu. Il y a moins de 5% des porteurs de projet qui ne font que le tronc commun. Et puis, d'autres vont aller jusqu'à 10, 20, 30 jours. Bon, voilà, on est plutôt sur une moyenne de 7 à 10 jours. Et une des nouveautés qui arrive en 2022, c'est qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, on va proposer une certification à la création reprise d'entreprise, qui est la seule certification pour la création reprise en agriculture. Et donc, qui va permettre de garantir l'acquisition des compétences entrepreneuriales, que jusqu'à présent, le plan de professionnalisation personnalisée, enfin le 3P, permet de positionner les compétences et de vérifier que les formations soient bien réalisées. Et là, donc, on va aller au-delà, on vérifie vraiment l'acquisition de ces compétences. Et puis aussi, ça permettra notamment aussi aux porteurs de projets d'utiliser leur droit CPF pour financer les formations. Merci Angelina. Juste un petit complément, on fait des enquêtes de satisfaction au fil de l'eau à la fois sur le PAI et le 3P et on est sur 91% de taux de satisfaction des porteurs de projets. Donc vous voyez qu'il y a une personnalisation. Les journées bases de la création d'activités sont vraiment faites pour les nouveaux porteurs de projets qu'on appelle non issus du milieu agricole, qui ne connaissent pas l'agriculture, ou des personnes en reconversion, qu'on a de plus en plus aussi au point accueil et installation. Avec des journées aussi, des rendez-vous bio. Dans le stage 21h, on a aussi des parties sur l'agroécologie. Donc, on est vraiment sur un dispositif personnalisé qui s'adapte aussi aux enjeux et aux besoins. Voilà, je poursuis du coup sur peut-être une question qu'on nous pose souvent, installation aidée ou non aidée. Qu'en est-il ? Alors aujourd'hui, grâce aux données de la MSA, on peut savoir qu'il y a 1000 nouvelles immatriculations totales. Alors, je parle plus d'immatriculation que d'installation, puisque là-dedans, on a aussi des changements de statut. Donc, voilà, une partie sont des réelles installations. Certains, ce sont parfois des épouses en fin de carrière qui prennent le relais parce que le mari part à la retraite. C'est aussi des situations qu'on a. Bon, en tout cas, nouvelle immatriculation 1000, des immatriculations de moins de 40 ans, 700. Donc là, vous avez l'évolution. Vous voyez que c'est quand même, mine de rien, relativement stable sur les 10 dernières années. Un petit peu en augmentation peut-être au niveau des immatriculations de moins de 40 ans. Et on est à peu près à 480 installations aidées, sachant que soit 72% à peu près, sachant que le critère numéro 1, il y a l'âge bien évidemment, mais le critère numéro 1, c'est la capacité professionnelle qui fait qu'à un moment donné, une personne n'est pas éligible, c'est-à-dire qu'il n'a pas le diplôme agricole de niveau 4 qui lui permet d'être éligible aux aides. Sachant qu'il y a des VAE possibles, il y a des possibilités, mais en tout cas, c'est le critère numéro 1 qui fait que tout le monde n'a pas les aides. Un autre critère, c'est qu'il faut avoir un projet viable à 5 ans, montrer la viabilité du projet, c'est-à-dire d'avoir entre 1 et 3 SMIC à 4 ans dans le cadre de la réglementation. Donc, certains sont parfois un petit peu en dessous et c'est des gens qu'on pourra revoir peut-être dans quelques années, qui montent progressivement aussi leur projet. Donc, voilà un petit peu pour l'installation aidée, non aidée et l'installation totale au niveau régional. Voilà, la carte de France de la dynamique d'installation. Vous voyez que la Bretagne est dans les couleurs foncées avec une bonne dynamique d'installation, avec le top des départements, notamment Côte-d'Armor, voilà, une bonne dynamique d'installation. Même si l'année dernière, on est sur une année qui semble faible, mais qui est vraiment faible pour des raisons Covid et de décalage de dossiers, puisqu'on a eu une suspension du schéma des structures notamment et de certaines démarches, même si on a… Mais en tout cas, pas faute de projets. Donc, les projets se sont reportés sur l'année d'après. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'installations. Il faudra lisser les choses. Donc, on reste quand même sur une bonne dynamique d'installation. Donc, quelles sont les tendances en termes de chiffres clés ? Vous voyez qu'on s'installe à tout âge. La moyenne est de 29,7 ans. Elle augmente petit à petit avec des gens qui ont de plus en plus une activité antérieure. On s'installe cependant à tout âge. Pourcentage de femmes, un quart seulement, j'ai envie de dire. Formation, vous avez les niveaux de formation. L'installation hors cadre familial également, donc un bon tiers. 36% l'année dernière, donc qui ne s'installent pas avec leurs parents ou jusqu'au 3e degré inclus. L'origine non agricole, donc c'est est-ce que les parents sont agriculteurs ou pas, donc 29% n'avaient pas de parents agriculteurs, même si on se rend compte parfois qu'ils avaient souvent des grands-parents ou ils allaient en vacances sur leur ferme. 29%,
Projet en agriculture biologique, 30%, on était à 32%, c'est plutôt des dynamiques en croissance. Projet avec vente directe, 23%, avec transformation, 11%. Des projets en création, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la reprise d'outils existants. Donc, c'est souvent sur des petits fonciers avec des activités, ça peut être de la bière, des fruits rouges, des plantes aromatiques ou du maraîchage, donc en création. SAU moyenne de 83 hectares, sachant qu'effectivement, vous avez, en fonction des productions, c'est très variable en fonction des systèmes de production et des types de production. En individuel pour 28% d'entre eux et en GAEC, 42%, donc les 3/4 en société. Donc voilà pour les premières tendances. Les productions, donc vous avez les productions principales par département, avec, vous voyez, 43% en lait, 14% en maraîchage, verger, horticulture, et ça, c'est aussi quelque chose qui augmente, au détriment plutôt de l'élevage. Les autres chiffres étant relativement stables sur volailles, porcs, légumes plein champ culture. Là, on est sur une relative stabilité. Et autres élevages, hein, donc 5% sur ovins, équins, caprins et autres productions. Vous avez les chiffres d'installation aidés sur les 5 dernières années par territoire. Donc, une diversité, effectivement, en fonction des dynamiques locales. On a regardé également l'évolution des projets en agriculture biologique. Hein. Donc, vous voyez vraiment une augmentation importante. Et je dirais 2020 était une petite année. Là, dans les premiers chiffres qu'on a de 2021, on va avoir encore une grosse augmentation. Voilà, avec des personnes souvent qui ont eu un peu plus d'expérience antérieure, un peu plus féminin, un peu plus hors cadre, à moitié-moitié pratiquement. Souvent liées avec des recherches de valorisation et de vente directe et de transformation, et puis plus souvent en création et des plus petites surfaces. Vous avez les chiffres par département. Et les productions principales, hein, c'est en lait et en maraîchage. Essentiellement, on a aussi dans les autres productions, mais ce sont vraiment celles où il y a le plus de projets en agriculture biologique, avec en vert la reprise de fermes déjà en agriculture biologique et en gris une conversion au moment de l'installation. Donc, c'est aussi une stratégie qui est très portée par les porteurs de projets. Un peu l'équivalent sur les projets avec vente directe, c'est-à-dire au moins 30% du chiffre d'affaires dans le projet prévisionnel. Bon, vous voyez, très lié à l'agriculture biologique, dans toutes les filières également. Donc, voilà un peu les chiffres. Enfin, beaucoup en maraîchage également, hein, surtout, mais aussi dans d'autres productions. Une stratégie qui est de plus en plus portée. Et quelques indicateurs de pérennité, hein, c'est important aussi. 97% sont encore en activité au bout de 4 ans. Donc ça, c'est un chiffre important, hein, surtout quand on compare à d'autres secteurs d'activité. Ça ne veut pas dire que tout le monde que tous les projets sont en très bonne santé. C'est quelque chose qu'on suit également, hein, mais en tout cas, les deux tiers ont plus d'un SMIC au bout de 4 ans. En revenus disponibles agricoles, c'est quelque chose qu'on suit de près. Et on a fait un certain nombre d'enquêtes auprès des suivis dans le cadre de suivi de nouveaux installés, 250 en 2019, ce qui nous donne 95% d'entre eux sont satisfaits à très satisfaits de s'être installés. Donc, c'est aussi un indicateur important avec des points de vigilance qu'on regarde, sachant que le point de vigilance numéro 1 qui ressort, c'est l'organisation du travail, c'est la charge de travail, parfois occasionnelle, mais parfois chronique, élément sur lequel on continue à travailler également. Des points de vigilance sur d'autres secteurs également. Donc, juste un petit point de situation sur 2021. Donc, je vous ai dit qu'il y avait eu un report de dossier. Pour autant, on a l'impression d'avoir… est-ce que c'est un effet Covid? Est-ce que c'est aussi lié à la pyramide des âges que Sébastien va vous présenter, qui fait un peu un appel d'air? On a plus 40% des contacts au point accueil installation. Donc, beaucoup de demandes d'installation. C'est vrai que l'agriculture, elle a été plutôt bien portée pendant la période de confinement, avec les questions de souveraineté alimentaire, peut-être aussi de qualité de vie ou d'interrogation. En tout cas, l'agriculture bretonne notamment fait rêver, et on a 40% de plus au niveau du point accueil et installation, sachant qu'on a des projets sans doute qui verront le jour et d'autres pas, hein, parce que ça peut être simplement des envies d'installation.
certains se rendant compte que ce n'est pas forcément fait pour eux ou prenant le temps de la réflexion. Mais parmi ces 40%, il y en a quand même la moitié qui souhaitaient s'installer dans l'année. Donc, des véritables projets de retour également, parfois au moment du départ, par exemple, à la retraite des parents, où ce projet revient, ce scénario de s'installer en agriculture revient. Avec une orientation pour 68% pour s'installer, 20% plutôt sur de la formation qualifiante, des BPERA notamment, 15% qui sont en recherche de foncier. Donc ça, c'est important aussi et ça fait partie aussi des enjeux, l'accès au foncier, qu'on oriente du coup vers le répertoire des par installation, mais parfois avec des recherches de petits fonciers. Et puis des personnes qui sont en phase d'émergence qu'on va orienter soit vers des groupes de réflexion, soit vers des stages, soit vers de la pratique, soit parfois du salariat, ou sur des bases de la création d'activités également, puisque c'est vraiment des personnes qui sont en réflexion et qui n'ont pas encore fait leur choix. Plus 45% de porteurs de 3P démarrés, c'est-à-dire de personnes qui sont parties pour se former et s'installer, plus 15% finalisés, puisqu'effectivement, un 3P, ça prend plusieurs années. Une démarche d'installation, c'est au moins 1 an et demi. Donc, effectivement, ça s'inscrit dans le temps. Et plus 50% de stagiaires en stage 21 heures. Et on a dû s'adapter et ouvrir de nouveaux stages. Un prévisionnel d'installation aidée plutôt important cette année. On risque d'être au-dessus de 500, peut-être 520 pour la Bretagne, à la fois avec des reports de projets et des nouveaux projets, et plutôt une augmentation des projets en reconversion, des projets avec agriculture biologique et avec maraîchage. Donc, on communiquera les données en fin d'année, mais on est plutôt sur cette tendance. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé. Merci Marie-Isabelle et Angelina. Donc, on vous proposait d'avoir un temps de pause avant d'enchaîner sur la partie transmission pour répondre à vos questions. Il y a eu quelques questions dans le chat, donc auxquelles déjà on a commencé à répondre, donc notamment le lien pour avoir l'ensemble des chiffres clés. Vous avez dans le chat, Angelina vous a mis le lien vers le site je me lance en agriculture.com et ne pas hésiter aussi à revenir, et on reviendra sur les contacts aussi en local en fin de webinaire, ne pas hésiter à revenir donc vers les chargés d'animation territoriale aussi qui pourront vous fournir ces éléments-là. Autre question ou plutôt remarque qui était autour un peu de la coordination, des rencontres à Calais dans le cadre de l'aide des collectivités aux jeunes. Donc, c'était plus spécifiquement sur Saint-Brieuc, Armor Agglomération. Donc, effectivement, il y a déjà des contacts qui sont en cours avec Saint-Brieuc, notamment un travail de conventionnement. Je crois que Mathieu Gaillet, qui est le CAT sur ce territoire-là, est connecté aussi. Voilà, il y a des contacts qui sont pris, un travail qui est mené avec la collectivité. Et bien évidemment, il faut effectivement qu'on soit en concertation et pas en tout cas qu'on travaille ensemble sur ces thématiques-là. Il y a une question sur les coûts. Alors, sur les coûts, vous redire qu'effectivement, dans le cadre des missions de service public, par définition, elles sont gratuites puisqu'elles sont prises en charge par l'impôt. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont gratuites, mais elles sont prises en charge par l'impôt chambre. Donc, c'est tout ce qui est préinstruction des dossiers. Et inscription au RDI également pour les porteurs de projets, pour rechercher du foncier. Pour les missions labellisées, c'est-à-dire PAI, c'est payé par l'État et par les structures accompagnatrices. Il y a un cofinancement à la fois des chambres, mais aussi des partenaires. Donc, c'est gratuit pour les porteurs de projets de s'informer et de pouvoir avoir un rendez-vous au point accueil installation. Les 3P, les entretiens projets et compétences sont également gratuits, pareil, payés par l'État et cofinancés par les partenaires. Le stage 21 heures, il y a une petite participation qui doit être de l'ordre de 70 € pour le porteur de projet. Et les formations en fait, c'est soit Vivea qui prend à ce jour en partie en charge. Il y a juste une participation de 2 € de l'heure pour les porteurs de projet, mais c'est justement ce qui est en train de changer. Donc, l'expliquait Angelina, c'est que demain, ça sera financé par les CPF. Encore faut-il que les jeunes aient du CPF et suffisamment de CPF. Donc, il y a un travail en cours là-dessus pour pouvoir réduire au maximum le coût de prise en charge des formations et en tout cas de continuer, que les jeunes continuent à se former. Et il y avait une question sur quel est l'avantage de CertiCréa, donc cette certification qui permettra justement de rendre actif le CPF, d'utiliser le CPF des jeunes. Nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, on donnera un avantage
effectivement, sur notre accompagnement, c'est-à-dire sur le pack installation, qui est une prestation, qui est un accompagnement payant, on donnera un avantage de l'ordre de 300 € pour les gens qui s'engagent à faire cette certification, avec l'idée que nous, ça nous intéresse d'avoir des gens autonomes qui ont fait leur propre scénario et que c'est vraiment, ça fait partie de la démarche d'installation. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Je pense qu'on a fait le tour et comme on n'est pas très en avance, on va enchaîner et je vais laisser la parole à Sébastien Clausel pour la partie transmission. Oui, bonjour à tous, donc Sébastien Clausel, responsable de l'équipe transmission. Je vais faire plus court, moi, sur la partie transmission, avec un peu moins de chiffres. L'objectif, c'était surtout de vous dire qu'il y a un gros enjeu par rapport au renouvellement des générations, puisqu'on a une proportion très importante des agriculteurs qui vont partir en retraite dans les années qui viennent, hein, puisqu'on a grosso modo un tiers des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Et si on prend les gens qui ont plus de 50 ans et plus, on est à plus de la moitié. Donc, vous voyez, il y a vraiment un gros enjeu pour les années qui viennent. Je dis les années qui viennent, c'est déjà aujourd'hui le cas. Donc, Marie-Isabelle l'a dit, on a environ 700 installations au total de moins de 40 ans, dont à peu près 480-500 avec les aides. Et à côté de ça, on a 2000 départs au total. Donc, grosso modo, on a une installation pour 2,8, 2,9 départs. D'accord ? Si on prend ce chiffre-là qui nous paraît être le bon, hein, les 700 installations, puisque à côté de ça, si on compare aux 1000 immatriculations, il y a bien quand même une bonne partie des gens qui sont, comme l'a dit Marie-Isabelle, des conjoints ou des conjointes qui s'installent pour faire les 3-4 dernières années parce que leur conjoint est parti en retraite, mais qu'on ne veut pas arrêter la ferme comme ça. Je peux passer du coup, Marie-Isabelle. Donc, si on regarde un tout petit peu plus proche et un peu plus précisément ce que je viens de dire, on différencie juste le taux de remplacement et le taux de renouvellement, juste pour vous expliquer. Donc, un taux de remplacement, c'est bien les jeunes qui s'installent pour prendre la suite de gens qui partent. Donc là, on vient de le dire, une installation pour 2,8, 2,9 départs. Si on le prend sur l'ensemble des immatriculations, ça ferait 1 sur 2. Et à côté de ça, le taux de renouvellement, donc ça, c'est bien l'ensemble des jeunes qui s'installent par rapport au nombre total d'agriculteurs. On est à 3,2%. Donc, des chiffres assez proches de la moyenne française, hein, mais comment dire, ça n'empêche d'avoir une ambition forte pour l'agriculture bretonne, d'avoir un renouvellement qui est fort pour les années qui viennent, donc avec un nombre d'installations important. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Chambre d'agriculture? Alors, on fait diverses choses. On accompagne les gens en individuel, Marie-Isabelle l'a dit, via des visites. On fait de l'accompagnement collectif via des formations, sachant qu'on fait au moins 6 formations sur chaque département pour les cédants, qu'on met en place aussi des groupes de cédants qui ont plutôt des difficultés à transmettre, etc. On fait un certain nombre d'accompagnements et on va dire l'accompagnement phare, c'est le répertoire départ installation qui est aussi pour partie une mission de service public avec plus de 1000 cédants qui sont informés et accueillis au point accueil installation, 600, comme je le disais, qui sont accompagnés dans le cadre du répertoire départ installation, et ça débouche sur environ 1000, même un peu plus de 1000 mises en relation, donc entre des cédants ayant du mal à trouver un repreneur et de l'autre côté, des porteurs de projets à la recherche d'une exploitation. Au final, bien sûr, on n'a pas 100% de réussite, hein, ça serait beau, mais on y tendra peut-être à l'avenir, souhaitons-le. Mais en tout cas, déjà, on arrive à mettre en relation et aboutir à une installation, environ 100 installations
bien sûr hors cadre familial, hein, puisque c'est souvent dans ce cadre-là qu'on agit. Donc, une centaine d'installations qui se font via le répertoire des parts installations. Voilà, donc c'est près de 50% des installations hors cadre familial qui se font grâce au répertoire des parts installations. Donc, Marie-Isabelle en a parlé tout à l'heure du site internet, hein, qu'on voit aussi exploser en termes de consultations, puisque l'année dernière, en 2020, on avait plus de 500 000 consultations. Donc, le nombre d'offres augmente, mais le nombre de consultations vraiment augmente également de manière exponentielle. Pour finir sur le RDI, donc je vais pas reprendre, mais bon, il y a quand même un nombre d'offres importantes puisqu'il y a un peu plus de 600 offres qui tournent sur une année. Hein, ça fait 450 qui sont visibles en moyenne à un moment précis de l'année. Et il y en a environ 200 nouvelles qui sont apparues en 2020. Hein. Donc, c'est juste pour expliquer qu'il y a des offres qui sont présentes. Il y en a qui restent bien sûr toute une année et qui ne trouvent pas preneur, mais il y en a aussi qui tournent, qui sont des nouvelles inscriptions, mais qui trouvent preneur, donc qui disparaissent et ainsi de suite. Dans ces offres-là, on a de tout. On a beaucoup d'exploitations en individuel, hein, une proportion vraiment très forte, beaucoup plus forte que la réalité du terrain sur l'ensemble des exploitations. Beaucoup de petites structures, un nombre assez important de structures où on peut avoir un habitat disponible, hein, ce qui est fortement recherché. Et puis, une progression aussi du nombre d'exploitations en agriculture biologique ACD. Donc, j'ai dit plus de 1000 candidats. Hein, donc, c'est aussi en forte augmentation des candidats qui recherchent une exploitation, puisque le profil des candidats, on l'a dit tout à l'heure, évolue. Et donc forcément, c'est des gens qui reprennent hors cadre familial, enfin qui cherchent hors cadre familial, donc qui n'ont pas quand ils décident de s'installer, qui n'ont pas une vision claire de où et sur quelle structure ils vont s'installer. Donc on l'a dit aussi, voilà, une centaine d'installations de mise en relation réussies qui vont jusqu'à l'installation de porteurs de projets dans le cadre du RDI. Donc le gros enjeu, les grosses actions à mettre en œuvre et qui sont déjà en cours, mais qu'on accentue d'année en année, c'est d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande, hein, puisque on a grosso modo quand même un nombre d'offres importantes sur des structures conventionnelles avec des structures de taille relativement importante qui cherchent repreneurs. Et de l'autre côté, on a des candidats, des porteurs de projets qui cherchent, là encore de manière globale, hein, il y a bien sûr des gens qui cherchent une structure conventionnelle de grande taille, etc. Mais si on prend la proportion, il y en a un nombre plus important qui cherchent plutôt des structures un peu plus petites, plutôt avec la possibilité de les transformer pour les amener à pouvoir s'installer, à pouvoir correspondre à leurs souhaits d'installation sur du maraîchage, sur des activités de transformation, etc. Donc, le tout, c'est de bien mettre en adéquation ces offres et ces demandes avec notre effort particulier pour essayer de communiquer sur le fait que toute ferme est reprenable, puisque on a aussi un certain nombre de cédants qui sont à convaincre que leur ferme, elle peut trouver repreneur, elle est transmissible, même si ce n'est pas en l'état, c'est peut-être par un changement de destination des bâtiments, un changement de production sur la ferme, mais c'est bien de réussir à les convaincre qu'elle n'est pas forcément vouée à aller à l'agrandissement, mais qu'elle peut être reprenable. Donc ça passe par une meilleure visibilité, une meilleure transmissibilité des exploitations, donc vraiment travailler avec les cédants sur la qualité de l'offre qu'ils font et surtout aussi la qualité de leur discours quand ils reçoivent les jeunes. Voilà, donc et tout ça dans notre objectif, hein, c'est Sébastien qui l'a redit au tout début, mais notre objectif Chambre d'agriculture,
des élus, c'est de promouvoir et de favoriser l'installation. L'association également, hein, qui peut passer via le RDI, puisqu'on a aussi une partie recherche d'associés. Et puis aussi, on a des fois, on arrive à des très grandes réussites dans le cadre du RDI, où des fois, on a au départ une inadéquation forte entre le projet du jeune et l'offre qui est présentée. Et puis, à force de discussion, à force d'échanges sur le projet, on arrive à mettre les deux en adéquation. Bon, j'ai mis 2 exemples pour vous dire toute l'étendue de l'offre qu'on peut avoir sur le RDI, avec une exploitation laitière de 160 hectares, vous voyez, on peut considérer une ferme assez grande. Et puis, à côté de ça, une recherche d'associés en maraîchage. Donc, vous voyez toute la diversité de l'offre qu'on peut avoir et qu'on souhaite encore développer sur le RDI. Voilà pour ma partie transmission. Merci Sébastien. Donc, je pense que vous en êtes persuadés, mais voilà, des enjeux extrêmement importants qui nous concernent tous, que ce soit bien sûr le maintien des productions et économiques, démographiques et sociaux pour des territoires vivants, donc le nombre d'agriculteurs, et puis c'est le nombre effectivement de personnes sur les territoires, c'est tout le développement rural, d'alimentation locale et de souveraineté alimentaire. Ça a été vraiment sur la sellette, je dirais, avec ces 2 années encore plus qu'auparavant. Et puis d'aménagement du territoire et d'environnement, c'est ce que voit peut-être moins le grand public, c'est que si la transmission ne se fait pas ou se fait insuffisamment, les structures vont changer, vont s'agrandir. Ça veut dire vraiment une autre structure, un autre système. On n'est plus sur notre agriculture familiale au sens à dimension humaine qu'on a envie de porter collectivement, avec les questions d'environnement derrière, bocage, eau, biodiversité, énergie, climat, enfin tout ce qu'on peut voir effectivement en termes d'aménagement du territoire et d'environnement. Donc des enjeux extrêmement importants pour les à peine 10 années qui viennent, d'où l'intérêt aussi, chacun dans son cœur de métier, de travailler collectivement pour pouvoir réussir ce défi du renouvellement. Donc rapidement, peut-être avant de garder un temps d'échange entre nous, les freins majeurs que nous identifions, c'est l'accès à l'information et aux compétences. Effectivement, on l'a vu, il y a quand même s'il y a du travail à faire sur l'attractivité du métier, et notamment en élevage, on a des personnes attirées, mais parfois qui sont quand même loin de la réalité, et c'est dommage, et c'est comment on les accompagne vers l'information et les compétences. Donc effectivement, avec l'importance de relayer le point accueil-installation comme porte d'entrée, la professionnalisation pour pouvoir pousser effectivement cette montée en compétences, avec notamment les questions de stage pratique, le conseil global neutre pour des projets équilibrés, trouver la rentabilité du projet. C'est vrai que c'est un gros travail qu'on fait au quotidien, c'est de pouvoir équilibrer les projets pour qu'ils soient solides, mais aussi résilients, pour intégrer les défis qu'auront à relever les jeunes demain, notamment de transition. Des références et de la prospective, donc tout ce qui est accès à l'information et aux compétences. Donc là, le dispositif existe, mais c'est important de le renforcer, avec notamment les questions de financement, on l'a parlé du CPF, etc., à rendre vraiment accessible pour les porteurs de projets. L'accès au foncier, qui est aussi un écueil important. On l'a vu, il y a beaucoup de fermes à reprendre, mais paradoxalement, ce n'est pas forcément évident, notamment pour les nouveaux porteurs de projets. Donc, c'est vraiment de renforcer ce RDI, cet accompagnement qui soit relayé localement, parce que parfois, il y a des offres, mais elles ne sont pas connues. Donc, c'est important de promouvoir également les offres. Mais peut-être aussi, à un moment donné, il faudra diviser. C'est des choses qui commencent à se faire, parce qu'effectivement, on a des grandes fermes qui, si on laisse peut-être 4-5 hectares, ça peut permettre l'installation d'un autre porteur de projet. Donc, c'est effectivement accompagner l'évolution de l'installation de demain avec les cédants en place, mais également avec les territoires en place. Souvent, les EPCI ont aussi du repérage par leur mission de petits fonciers qui pourraient tout à fait correspondre à des porteurs de projets et qui pourraient être inscrits au RDI également pour favoriser la rencontre entre l'offre et la demande. Et il y a bien sûr le rôle des SAFER avec le schéma des structures. Donc voilà, toutes les questions sur l'accès au foncier. Et Sébastien l'a dit également, sur la transmissibilité, c'est des questions d'aménagement parcellaire également, la question des bâtiments, avec parfois des difficultés pour valoriser ces bâtiments, la question de l'habitat sur certains territoires avec des habitats très chers, et la nécessité d'accompagner l'évolution des productions.
Et puis, un troisième frein majeur, c'est l'accès au capital, c'est le coût de reprise, clairement. À partir du moment où on est bien d'accord, le projet est rentable, on doit pouvoir aider l'accès au capital et il existe un certain nombre de dispositifs, je dirais une boîte à outils, donc des aides financières, comme des aides à la trésorerie de la DJA, on l'a vu, de la majoration du PCA sur l'aspect investissement. Il y a des systèmes de portage foncier qui permettent effectivement de la région, également du département d'Ille-et-Vilaine, qui permettent de stocker aussi le foncier en lien avec la SAFER pour pouvoir favoriser et avoir peut-être des transmissions progressives, parfois avec les cédants et un rôle du cédant. Quand le cédant notamment veut vendre, l'achat du parcellaire peut être compliqué. Les prêts d'honneur, nous avons aussi tout ce qui est système de GFA, de crowdfunding, d'apporteurs de capitaux. Voilà, tout un tas de systèmes. Il s'agit de les mettre en avant en fonction des besoins spécifiques des porteurs de projets pour pouvoir lever ces freins. Donc voilà quelques pistes. Et on va passer peut-être à la séquence questions-réponses avant peut-être de commencer à donner des orientations et à discuter des orientations avec vous. Donc, effectivement, alors, une question ou en tout cas une remarque aussi de Michel Cagnard. Effectivement, les chiffres clés de la transmission, ça fait effectivement longtemps qu'on parle d'une installation pour 3 départs. Quelles évolutions prévoir dans les 10 ans qui viennent? Il y a des éléments qui ont déjà été donnés dans vos interventions, Sébastien et Marie-Isabelle. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à apporter? Notamment par rapport, on parlait du dimensionnement des installations, des fermes actuelles. Ça passera, le nombre de départs, il est sûr, quoi. C'est quelque chose qui, les gens, ils décalent éventuellement d'1 année, 2 années, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sûr. L'incertitude, c'est bien sûr le nombre d'installations et tout l'enjeu, c'est de promouvoir au maximum l'installation de manière à ce que ça se traduise par un taux de remplacement plus important. Ça passe par plein de choses, on en a parlé, par la transmissibilité, par le fait de convaincre les cédants, mais de l'autre côté, d'améliorer aussi tout ce qui est attractivité du métier, puisqu'il y a tout ce qui plaît comme type d'agriculture aujourd'hui, tout ce qui est peut-être agriculture de masse et qui est moins télévisuel, mais qui peut aussi plaire à certains. Et donc, il faut les amener peut-être à réfléchir à ce métier-là. Et effectivement, comme c'est souligné aussi dans le chat, arriver à lever la réticence de certains propriétaires qui vont peut-être pouvoir préférer louer ou vendre à des agriculteurs qui sont plutôt en place qu'à des jeunes. Mais effectivement, ça fait partie des. C'est une prise en compte globale, en fait. C'est une multitude d'outils, mais en tout cas, et puis aussi, ce qu'a dit Marie-Isabelle, c'est aussi de s'y mettre tous ensemble et pas les uns. C'est aussi l'objectif du réseau transmission. Voilà, ce qui est évoqué aussi dans le chat, la partie habitat, c'est vraiment un contexte global, une prise en charge globale coordonnée qui doit être menée. Je vous ai mis dans le chat aussi, on parlait du foncier, on a fait un webinaire en mars 2021, accès foncier urbanisme. Il y a possibilité d'avoir quelques éléments aussi complémentaires par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui autour de cette thématique foncier urbanisme dans ce replay si vous le souhaitez. Effectivement, il y a un rôle majeur du schéma des structures malgré tout pour la distribution du foncier et notamment entre l'agrandissement et l'installation, puisqu'effectivement, sur certains contextes où on a une pression foncière importante, c'est vraiment comme ça que se pose la question. Et sinon, sur peut-être des exploitations plus grandes sur lesquelles on se pose un peu la question de la transmissibilité, clairement, c'est la promotion de l'agriculture de groupe et de favoriser l'installation en société, puisqu'on voit bien qu'en termes d'attractivité du métier, ça répond aussi à des questions d'organisation du travail, d'avoir ses week-ends, de gérer sa charge de travail qui aujourd'hui est clairement trop importante en agriculture. Donc, c'est comment aussi, et ça, c'est des choses qu'on fait aussi à la Chambre d'agriculture, puisqu'on est en train d'expérimenter ce qu'on appelle GAEC à l'essai, c'est vraiment de sécuriser l'association en amont de l'installation pour savoir si on est fait pour travailler ensemble et de mettre un certain nombre de se rassurer en tout cas sur comment je vais gérer, est-ce que on partage bien le même projet, toute la question de la sécurisation du travail à plusieurs qui aujourd'hui fait peu écho chez les jeunes alors que c'est aussi une piste importante pour certains outils.
Merci Marie-Isabelle. Alors, sans être grand voyante, il est 11h58, donc on a pris du retard. Si vous en êtes d'accord, on vous propose d'aller jusqu'à midi 10, midi 15 pour entamer la deuxième partie sur donc, les leviers à mobiliser sur le territoire. Et donc, c'est toi, Marie-Isabelle, qui reprend la main. Oui, alors simplement vous dire que nous, on est là aussi aujourd'hui pour travailler mieux avec les EPCI, hein, effectivement, alors pour plusieurs raisons, parce qu'à un moment donné, là, on vous présente des choses un petit peu régionales, mais clairement, pour travailler finement sur les choses, on a besoin de se rapprocher des contextes locaux, hein, même si la région Bretagne a une certaine entité régionale, on a des contextes locaux très différents. Donc voilà, c'est vraiment pour travailler en intelligence collective, pour faire du sur-mesure, pour être proactif. Hein, on l'a vu, les cédants, ils y vont un petit peu en marche arrière quand même. Hein, alors c'est aussi peut-être un peu sociologique, mais il faut vraiment être proactif sur ces questions, puisque si on n'anticipe pas les choses, on va les subir. Donc c'est vraiment d'être force de proposition par rapport à ce public qui détient quand même une partie de la clé de l'installation, de cibler vraiment sur des besoins et des freins spécifiques concrètement, de communiquer, faire réseau. Donc c'est cette notion effectivement d'être catalyseur au niveau local, et vous pouvez nous aider à faire le relais, à promouvoir des offres, à faire de l'attractivité du territoire, des métiers, en lien avec des projets locaux et des projets de débouchés locaux aussi. Donc on voit bien l'intérêt de faire réseau localement, et puis de casser des idées reçues, parce que bon, je pense que comme moi vous partagez qu'on entend beaucoup de choses aussi sur le terrain, et on a besoin de casser ces idées reçues du genre ma ferme n'est pas reprenable, il n'y a pas de repreneur, il faut être fou pour s'installer, il n'y a pas de foncier pour les porteurs de projets, l'agriculteur n'est pas un métier d'avenir, on n'accompagne que les grosses installations, enfin toutes les choses qu'on entend, c'est vraiment de montrer qu'on est capable de prendre le revers de ces tendances-là. Donc, ce qu'on propose, c'est la plaquette, je pense, qui vous a été diffusée. Et puis peut-être, Véronique, tu peux remettre le lien aussi vers cette plaquette, hein, qui est vraiment quelque chose qu'on a fait aussi. Je vais vous la mettre en ligne, tout de suite. De façon pas descendante, mais justement pour donner un petit peu des pistes d'action et des choses qu'on fait, sur lesquelles on a des expériences avec certaines EPCI et qu'on peut partager également. Donc, la première chose, hein, même s'il n'y a peut-être pas d'ordre, c'est vraiment de développer une stratégie agricole pour le territoire. Donc, c'est vraiment la compréhension des chiffres clés, des leviers, de qu'est-ce qui fait effet levier sur le territoire, quels sont les besoins du territoire pour avoir un projet, qu'est-ce que je veux comme agriculture demain, quels sont mes leviers d'action. Donc là, on est vraiment sur de la prospective territoriale, et on peut intervenir soit dans le cadre de diagnostic agricole, soit un peu comme on le fait aujourd'hui, pour zoomer un petit peu sur les chiffres du territoire, en appui notamment sur les profils de territoire qui existent. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire avec vous. La deuxième action, hein, on l'a dit, une installation, c'est avant tout un projet de reprise, c'est avant tout une transmission réussie, d'où l'intérêt de travailler sur cette question de la transmission, d'anticiper et d'encourager les transmissions en faveur de l'installation. Donc il faut imaginer des nouvelles solutions, il faut mobiliser les cédants, leur montrer que leur ferme est transmissible, peut-être travailler sur l'aménagement parcellaire, parce qu'aujourd'hui, la question de l'énergie, de l'autonomie protéique, de l'extensification, ou en tout cas même de l'équilibre des plans d'épandage, quel qu'il soit, on a besoin d'avoir une cohérence du foncier. Et ça peut être le bon moment au moment de la fin de carrière, pour améliorer la transmissibilité d'une ferme. Il y a la question aussi, effectivement, sur l'évolution des bâtiments, sur l'investissement, toutes ces questions qui doivent être posées aux cédants en amont, pour favoriser également les liens intergénérationnels entre les cédants et les repreneurs. Donc voilà, ce qu'on propose, c'est des opérations de repérage, comme on l'a fait sur certains territoires, avec des systèmes d'enquête, de comprendre les freins des cédants pour pouvoir leur proposer des actions sur mesure. On peut proposer des formations sur des territoires, on peut proposer la promotion aussi des fermes à reprendre. On a parfois de belles fermes qui partent vite, mais parfois certaines ne partent pas, et on ne comprend pas forcément pourquoi, alors qu'elles nous semblent attractives. Donc, les faire connaître, multiplier les réseaux. On a aussi créé une page Facebook avec des petites vidéos, donc c'est des choses qui peuvent être relayées localement pour promouvoir ces offres, diffuser des annonces, et puis nous aider à faire de la mise en relation entre cédants et repreneurs. Donc, important que ces personnes-là soient au RDI pour qu'on puisse les mettre en relation. Et on a pu créer aussi des événements locaux pour faire connaître les outils, faire connaître le RDI, faire connaître les stages de parrainage, qui peuvent être des solutions
des systèmes de GFA. Enfin, voilà, on peut faire connaître les outils en faisant des journées à l'intention des cédants, par exemple, et des porteurs de projets, et faire des opérations qu'on appelait install dating ou farm dating pour favoriser la rencontre entre l'offre et la demande sur un territoire. Donc voilà, tout ce travail en amont de l'installation pour travailler sur les leviers, c'est vraiment des choses qu'on peut faire sur mesure avec les collectivités et avec les partenaires. Action numéro 3 que nous proposons, c'est accompagner les projets à haute valeur ajoutée. Donc sur certains territoires, on pense aux zones littorales, à certains bassins versants, périmètres de protection, en périurbain. Vous avez parfois aussi du foncier dont vous avez la maîtrise. C'est l'envie d'installer, mais avec certaines conditions. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi dans le cadre du RDI Toujours. Ça peut être des baux environnementaux ou des choses comme ça, ou proposer des contrats aussi pour de la restoco. La restoco, c'est des choses qu'on peut organiser, faire des appels à candidature avec des cahiers des charges précis et organiser l'appel à candidature avec vous pour choisir les porteurs de projets et trouver les porteurs de projets qui vont bien avec des cahiers des charges spécifiques. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes. Action numéro 4, c'est le soutien de l'installation et de la création d'entreprises. C'est de l'attractivité du territoire, c'est de l'action économique. Ça peut être effectivement notamment en proposant, comme le font certains, un pass installation, une aide à la création d'entreprises. Ça rend aussi lisible la création d'entreprises dans le monde agricole. C'est vrai que ça existe souvent pour les boulangers, pour les commerces, mais assez peu pour l'installation et l'agriculture. Donc, c'est une façon aussi de redorer et de redonner un petit peu son galon à l'installation en agriculture. Donc, c'est de la promotion de l'agriculture et c'est aussi d'apporter les bons outils pour pouvoir aider les jeunes, sécuriser les projets. Ça peut être aussi des prêts d'honneur qui peuvent être alors plus ou moins conditionnés, par exemple, à des formations ou à des actions, avec des journées d'accueil sur le territoire aussi pour aider au bien vivre ensemble, faire connaître les agriculteurs de son territoire. Donc ça, il y a tout un tas d'actions qui peuvent exister et qui sont mises en place localement. Oui, donc là, j'ai un peu débordé sur l'action 5, pérenniser les jeunes. C'est également, il y a donc l'aide à la création d'entreprises, mais il y a aussi le post-installation. Donc, ça peut être des journées collectives avec des thématiques. On pense au bilan carbone avec le plan de relance, peut-être à la qualité de l'eau, peut-être à la prévention des risques. On peut imaginer tout un tas de journées thématiques qu'on peut faire avec vous sur des territoires pour aider les jeunes à continuer à innover, à s'adapter aux enjeux de demain, mais aussi à s'intégrer sur leur territoire et à jouer leur rôle sur les territoires. Donc, voilà un petit peu pour les 5 grandes actions qu'on a identifiées à travailler avec vous, sur lesquelles on peut être partenaire. Merci Marie-Isabelle. Donc, sur cette partie, il y a une remarque effectivement dans les leviers autour des PLU. Donc, effectivement, là, on n'a pas réabordé ce côté plus planification de l'organisation finalement de l'activité sur les territoires au travers des documents d'urbanisme. Donc, ça fait partie des éléments qu'on avait abordés justement dans le webinaire sur le foncier et l'urbanisme du mois de mars, dont je vous ai mis le lien tout à l'heure. Mais effectivement, il y a des leviers effectivement dans la PLU pour bien identifier, bien zoner les sièges d'exploitation et donc en assurer aussi la pérennité au travers de ce zonage. Je ne vois pas d'autres questions. Comme on est déjà pas mal en retard, on va peut-être enchaîner. À ce moment-là, il y aura, on va juste quelques éléments pour le coup par rapport au contact. Donc, pour vous dire qu'effectivement, donc on est organisé en proximité donc pour pouvoir répondre à vos questions. Un certain nombre d'outils ont été créés depuis 2 ans. Donc, tout d'abord, un nouveau site web qui est tout nouveau pour le coup, qui a été lancé la semaine dernière au SPACE. Donc, vous pouvez retrouver toute l'actualité qui concerne l'agriculture, des thématiques autour de l'aménagement du foncier, de l'installation, de la transmission. Donc, beaucoup d'éléments que vous pouvez retrouver sur ce site. Je vous ai mis le lien sur le chat et également une newsletter collectivité qui est un peu plus ancienne, donc qui est donc trimestrielle
et qui vous amène aussi de l'information. Donc, n'hésitez pas, je viens de vous mettre le lien aussi pour l'inscription à cette newsletter collectivité où on peut vous amener de l'information autour de l'actualité réglementaire, des témoignages, du partage d'expériences. Et les derniers éléments ont été envoyés début septembre. Enfin, donc vous retrouverez sur notre site web également tous les contacts de proximité. Donc, il y a 25 antennes sur l'ensemble de la Bretagne, une équipe d'élus référents qui est aussi en proximité, 27 élus référents sur 20 territoires et donc des chargés d'animation territoriale côté service qui peuvent aussi mener les projets en lien avec nous. Vous retrouverez donc ce diaporama, vous l'aurez, on vous enverra par mail le diaporama soit cet après-midi, soit demain matin. Donc, vous aurez aussi les liens vers tous ces contacts. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les questions que vous avez, que ce soit sur ce sujet de l'installation ou d'autres projets que vous avez sur les territoires.